C'est donc notre quatrième rendez-vous de l'année 2017, en fait. Rendez-vous astronautique. Donc, moi, je suis Nicolas Pilet, je travaille au CNES, et en fait, je suis ici au titre de la 3AF, l'Association Astronautique Aéronautique de France, qui est une association donc savante, voilà, qui organise des congrès, organise des soirées comme ça. Et voilà, et moi, je représente le CNES au sein du bureau de cette association. Et nous organisons donc ces rendez-vous annuels, bon, enfin certains d'ailleurs sont familiers, hein, en partenariat avec la Cité de l'Espace qui nous accueille, donc à présenter par Tiffaine Duval ce soir, et puis en partenariat avec le CNES, bien sûr. Voilà, donc CNES 3AF, Cité de l'Espace. Donc je vais introduire notre conférencier de ce soir. Voilà, je suis content de voir dans la salle qu'il y a des jeunes, hein, donc peut-être des sphères économiques de l'université, de Supaéro, voilà, donc, parce que c'est important, et puis d'autres, bien sûr, hein, qui sont fidèles voilà, à ces rendez-vous. Voilà, donc ce soir, nous accueillons donc monsieur Lucien Rapp, ici présent, donc, qui est professeur de droit à l'université Toulouse 1, Capitole, et qui anime aussi une chaire qui s'appelle la chaire Sirius, dont il vous parlera, voilà, qui est liée au management et au droit spatial. Voilà, donc c'est un sujet ce soir qui est un peu provocateur, enfin l'annonce, hein, c'est de voir un peu l'évolution de l'espace et de sa manière de fonctionner au niveau juridique, par exemple, ou du management, puisque les données actuellement sont quand même un peu chavirées. Moi, je travaille au CNES depuis quand même un certain nombre d'années, et on voit bien que le positionnement même des agences spatiales comme le CNES est un peu, pas mis en question, mais bousculé par aussi des investisseurs privés, hein, sur le spatial, voilà, qu'on n'est plus dans un contexte purement agence spatiale nationale, hein, et en France comme en Europe, comme aux États-Unis, hein, tout ça, voilà, et donc ça va assez vite, hein, il y a l'émergence des nouvelles constellations, etc. Voilà, donc ce soir on s'intéresse vraiment à un petit peu c'est la façon dont on peut encadrer ces futurs travaux spatiaux. Voilà, donc je laisse la parole à Lucien Rapp, et je vous souhaite une bonne conférence. Très bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi immédiatement de vous dire le grand plaisir que j'ai de me trouver parmi vous ce soir pour évoquer un sujet qui m'est cher et qui peut-être vous intéressera. Un sujet qui nous éloigne de l'univers des sciences dures, mais qui va nous amener dans l'univers des sciences humaines, ce qui n'est pas anodin. Et nous allons ensemble essayer de comprendre pourquoi et comment, à l'heure où nous parlons, l'espace peut devenir en quelques semaines, quelques mois, quelques années, un véritable Eldorado, et peut-être un Eldorado industriel. Vous savez que la France se situe parfaitement dans l'univers des activités spatiales mondiales. Nous sommes l'une des puissances spatiales du moment. Et si la France pouvait tirer son parti de la situation que nous connaissons, de cette modification majeure de ce que l'on appelle déjà le marché des activités spatiales, eh bien nous serions les uns et les autres très heureux de pouvoir le constater. Au cours de ma présentation, qui sera illustrée de quelques planches qui sont en fait pour moi des béquilles et qui sont de nature à me permettre de suivre un fil de raisonnement à peu près cohérent et qui vont peut-être vous être utiles ou attirer votre attention, vous verrez apparaître le logo de Sirius. Sirius, comme on vous l'a dit, est une chaire de recherche créée il y a maintenant presque 4 ans, le 13 octobre 2013, dans cette salle où l'on nous a accueillis pour la signature de la convention qui unissait 5 institutions, 2 établissements d'enseignement supérieur, une grande université, la mienne, dont je vous rappelle qu'elle est aussi celle du prix Nobel d'économie 2014, un prix Nobel français, une grande école, Toulouse Business School, et puis 3 partenaires du secteur spatial incontournables, dit-on aujourd'hui, le CNES, le Centre national d'études spatiales, et 2 industriels, Airbus Defence and Space, et Thales Alenia Space. Nous retrouvons très régulièrement, et la chaire est une création continue à la fois de ces établissements d'enseignement supérieur et de ces industriels. C'est un dialogue permanent. Nous sommes 22 désormais. 80 étudiants ont été, depuis la création de la chaire, impliqués dans des activités de recherche. Et nous essayons autant que possible d'animer le flambeau de la recherche française sur un plan international,
dans deux domaines qui, jusqu'à ces dernières années, étaient ignorés des acteurs du secteur spatial, le domaine du droit, qui a singulièrement évolué, et je vais plus particulièrement vous parler de ce domaine, et puis le domaine du management, qui illustre mes collègues de TBS, et qui constitue désormais, compte tenu du fait que nous sommes sur un marché, que des entreprises ont tout naturellement leur place, et certaines d'entre elles viennent de secteurs très concurrentiels. Et bien dans ce contexte, donc la dimension du management, de la gestion des entreprises, de l'innovation, de la façon dont on passe de l'invention au service commercial, tout cela est évidemment de très grande importance. Un mot sur Sirius. Sirius, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas du tout l'étoile du berger. En réalité, c'est un sigle que nous avons construit pour désigner un institut de recherche dans le domaine des usages innovants des satellites. Ce domaine de recherche constitue le cœur d'une chaire internationale, d'une chaire de recherche, qui est la première chaire de recherche mondiale dédiée aux activités de recherche dans le domaine du droit et du management des activités spatiales. Comme je vous l'expliquais, c'est un double partenariat public-privé, un partenariat entre deux établissements d'enseignement supérieur, un partenariat entre ces deux établissements et des acteurs majeurs du secteur des activités spatiales. Nous avons un site internet qui est nourri, et je me réjouis d'accueillir Alexandra Gabriel qui assure la communication de la chaire. Ce site internet vous fournira toutes les informations sur nos activités et vous verrez qu'en 4 ans, nous avons couvert beaucoup de chemin et que nous avons acquis une bonne image internationale. Alors, Eldorado. Eldorado, c'est un terme qui est entré dans le vocabulaire et dont nous allons voir que d'abord il peut s'écrire de manière très différente, en un seul mot ou en 2 mots, et qu'ensuite, au fil du temps, il a connu une évolution de sa signification. Au départ, Eldorado, c'est un lieu, et Eldorado s'écrit en 2 mots, Eldorado. En fait, c'est un pays plus ou moins imaginaire, le pays doré, le pays de l'or, dit-on, dont on nous dit qu'il était si riche, ce pays, mais peut-on imaginer qu'il n'ait jamais existé, que les temples avaient des toits d'or massifs. Et ce pays, on le situe, il est totalement imaginaire, hein, on le situe quelque part, nous dit-on, entre l'Orénoque, vous le lisez comme moi, et l'Amazone, et certains géographes nous expliquent qu'en réalité, ce pays était sans doute la Californie, connue pour certaines de ses mines d'or. C'est effectivement toute l'histoire des États-Unis, de la conquête de l'Ouest que nous revoyons ici. Mais Eldorado, ça s'écrit aussi en un seul mot, et vous avez vu tout à l'heure que dans le titre de cette conférence, je faisais référence à ce seul mot, Eldorado, pour désigner d'abord un homme, on passe du pays à l'homme, et les Indiens de Colombie décrivent en effet dans leur imaginaire, dans leur histoire mythique, dans leur mythologie, un puissant seigneur qui se faisait enduire de poudre d'or avant de se baigner dans un lac sacré où il jetait des objets précieux en or en offrande aux dieux. Voilà bien un projet tout à fait sympathique qui montre à quel point ce mythe est très important. Enfin, précisément, de manière plus récente, Eldorado, eh bien, c'est le mythe par excellence, c'est le mythe du pays où tout va bien, nous allons y revenir, le mythe d'une sorte de paradis terrestre dans lequel il ferait bon évoluer. C'est aussi cette idée d'un trésor caché dans une contrée dont on n'arrive pas à situer le lieu et qui serait une contrée secrète. Mais vous savez que nous aimons bien aller au-delà des songes et au-delà des signes. De l'Eldorado, au sens du pays, ne reste que cette figurine ou cette statue, je ne sais comment la désigner, que vous pouvez voir au musée de Bogota, musée de l'or de Bogota, et qui est, nous dit-on, l'un des derniers vestiges de ce que fut l'Eldorado, aux 2 mots que nous avons tout à l'heure indiqués. L'Eldorado, c'est aussi une figure marquante de notre littérature. J'ai pris 2 auteurs à dessein, le premier Voltaire, et vous avez tous le souvenir de Candide ou l'Optimiste, dans lequel précisément Candide et son ami Cacambo
font cette réflexion, et j'ai cité tout simplement le chapitre 17, dans lequel vous pourrez retrouver ce passage. Quel est donc ce pays, disaient-ils l'un et l'autre, inconnu à tout le reste de la terre et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre? C'est probablement le pays où tout va bien. C'est une expression qui revient très régulièrement dans l'ouvrage et dont on sait qu'elle est pratiquement synonyme de ce candide, de cet optimiste que décrit Voltaire. Nous savons que c'est un ouvrage à double entrée et c'est une critique féroce, effectivement, d'un certain nombre des nations dans lesquelles Voltaire a exercé son esprit critique. Enfin, Blaise Cendrars, de manière plus récente, il est vrai qu'il s'agit d'un ouvrage publié en 1925, pardonnez-moi, sur l'or, note ce point qui est amusant. De tous les points du globe partaient maintenant des solitaires, des corporations, des sectes, des bandes vers la terre promise où il suffisait de se baisser pour ramasser des monceaux d'or, de perles et de diamants. Tous convergeaient vers l'Eldorado, voilà le mot lâché. Et finalement, ce passage m'a amusé parce qu'il décrit bien ce que peut être aujourd'hui l'univers des activités spatiales et dont nous allons voir que beaucoup de corporations, beaucoup de bandes, beaucoup de solitaires, y compris des milliardaires venus du secteur des plateformes numériques, eh bien, conçoivent un avenir pour nos sociétés. Précisément, quand on parle de l'espace et des activités spatiales, on en revient toujours à cette formule de la nouvelle frontière que l'on prête à juste titre à John Fitzgerald Kennedy et que l'on associe de manière quasi exclusive aux activités spatiales. La nouvelle frontière. Quand on relit le discours que prononça le président, celui qui allait devenir le président Kennedy, avec quel destin, comme chacun sait, lors de la convention démocrate du 15 juillet 1960 à Los Angeles, vous le voyez, ce que déclare le président Kennedy n'a rien d'exclusif ou de relatif aux activités spatiales de manière, une fois encore, exclusive. Que nous dit-il? Mais je vous dis que nous sommes devant une nouvelle frontière. Il ouvre l'horizon, en quelque sorte, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière s'étendent les domaines inexpliqués de la science et de l'espace. Il lâche le mot, mais c'est à peu près tout ce qu'il dit de l'espace. Des problèmes non résolus de paix et de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites, et les questions laissées sans réponse de la pauvreté et des surplus. Vous voyez que sa perspective est tout autre que celle exclusivement des activités spatiales. Il n'empêche que sa référence aux activités spatiales est restée et qu'aujourd'hui, quand on parle de la nouvelle frontière, on n'hésite pas à assimiler cette nouvelle frontière à l'espace extra-atmosphérique que l'on perce, à l'aventure spatiale telle que nous l'avons connue depuis la fin de cette décennie glorieuse, celle des années 60, et qui a naturellement traversé le temps jusqu'à arriver à la période actuelle et tous ces événements que nous avons connus au cours des dernières semaines, depuis l'aventure de Thomas Pesquet jusqu'à la destruction d'un satellite destiné à explorer la planète Mars. Ce nouvel Eldorado que l'on substitue aujourd'hui à la nouvelle frontière du président Kennedy, eh bien, m'interpelle et m'a interrogé de telle sorte que j'ai pensé qu'il pourrait constituer le sujet de ce dialogue, de cette discussion de ce soir, avec la déclaration d'un personnage politique dont on a entendu parler lors de la dernière campagne présidentielle américaine, le sénateur Ted Cruz, qui était un sénateur républicain, candidat aux côtés de l'actuel président des États-Unis pour l'élection présidentielle, et qui, en tant que président du sous-committee, du subcommittee chargé de l'espace, a cette déclaration qui est assez étonnante, assez provocatrice. Il nous annonce qu'il a fait une prédiction, il anticipe l'avenir des années qui viennent. Il dit, eh bien, le prochain multimilliardaire, le trillionnaire, dit-il, et nous savons que le trillion, c'est au-dessus du billion, et le billion, c'est le milliard, sera
un entrepreneur du secteur de l'espace. Il aura investi, nous dit-il, et il aura fait des découvertes étonnantes dans l'espace. Et au fond, on ne peut pas imaginer ce qu'il aura découvert, on ne peut pas imaginer la fortune qu'il aura faite et qu'il aura vécue, si l'on utilise ce mot aux deux sens qu'il recouvre. Donc voilà le point de départ de notre réflexion, cette prédiction du sénateur américain Ted Cruz, et bien évidemment derrière cette espèce d'annonce tonitruante à la manière du président des États-Unis actuel, selon laquelle les États-Unis domineront avant peu non seulement le monde tel que nous le connaissons, la partie terrestre, mais également le monde extra-atmosphérique. Le sénateur Cruz a-t-il rêvé? A-t-il fait un beau rêve? Ou le sénateur Cruz est-il doué d'un don de double vue, une sorte de Madame Soleil dans le secteur des activités spatiales? Eh bien, voici quelques informations qui circulaient la semaine passée à l'occasion de la grande réunion annuelle d'Euroconsult, et de laquelle j'ai tiré quelques remarques qui sont importantes. En particulier, cette expression qui a fleuri, c'est le cas de le dire, selon laquelle l'espace, le secteur des activités spatiales, serait un écosystème, il l'est assurément, mais un écosystème bourgeonnant, comme une sorte de marmite dans laquelle bourrait un liquide, avec des bulles qui éclatent à la surface de ce liquide, qui correspondent à des quantités d'entreprises qui sont créées tous les jours et une imagination, une innovation débordante de la part des différents acteurs. Près de 400 entreprises, nous dit-on, depuis 17 ans ont été créées dans le secteur des activités spatiales. Et le plus extraordinaire, vous le voyez, c'est cette information qui se trouve en bas et qui vient compléter le graphique que vous voyez, qui est lui-même très éloquent. 35% de ces entreprises, qui sont de jeunes pousses, qui sont des sociétés nouvellement créées, ont trouvé sans difficulté les fonds qui étaient nécessaires à leur développement. En d'autres termes, les financiers, qui sont les plus difficiles à convaincre, vous savez, les fonds d'investissement, les banques, les acteurs du secteur de la finance, ces business angels dont on parle régulièrement, dont on n'emporte pas la conviction en quelques minutes, sur quelques pages manuscrites, non, qui demandent que l'on produise des quantités d'informations, qui demandent que l'on crédibilise tous les projets que l'on peut avoir, eh bien, ces entrepreneurs du secteur de la finance se sont laissés séduire pour un grand nombre d'entre eux en finançant des aventures spatiales, des aventures industrielles. Tout cela confirme, s'il en était besoin, que nous sommes devant une situation qui est en voie d'évolution. Et l'une des informations les plus marquantes de ces derniers mois, de ces dernières semaines, devrait-on dire, est celle qui, pour les juristes, est apparue le 1er août 2017, avec l'annonce par le gouvernement du Luxembourg du vote d'une loi, qui est la première loi européenne qui permettra de délivrer des licences pour explorer et pour exploiter des minerais, des ressources spatiales, nous dit-on, sur les météorites et sur l'ensemble des objets spatiaux que l'on peut considérer aujourd'hui. Cette loi n'est pas anecdotique, non seulement parce que son objet est tout à fait singulier, nous allons y revenir, mais peut-être davantage parce qu'elle a été votée à une majorité extraordinaire. Vous voyez, 55 voix contre 2, ce qui confirme, s'il en était besoin, que c'est véritablement un désir du pays, dont les dirigeants ont affirmé leur volonté de devenir un hub spatial mondial en accueillant tout ce qui compte dans le secteur des activités spatiales. Je vous rappelle que le Luxembourg, c'est la capitale de SES, le grand opérateur de satellites, mais au-delà, le gouvernement a des ambitions beaucoup plus importantes. On parle de révolution industrielle au Luxembourg, ce qui est singulier quand on sait que ce pays est d'abord connu pour sa finance et pour son secteur bancaire. Nous savons une fois encore que SES y a élu domicile. L'État possède d'ailleurs 17% de cet opérateur. Et la loi elle-même, la nouvelle loi spatiale luxembourgeoise, précise qu'au fond, toutes les ressources spatiales, ce qui est une sorte de déclaration de guerre, vous allez le voir, toutes les ressources spatiales peuvent faire l'objet d'une appropriation, c'est-à-dire devenir des objets de propriété.
Alors, cette déclaration est tout à fait singulière parce que, je vais y revenir dans un tout petit moment, le droit international de l'espace repose sur un certain nombre de principes, au premier rang desquels se trouve notamment le fameux principe de non-appropriation. Et ce principe de non-appropriation a pour conséquence que il n'était pas concevable jusqu'à ce que les Américains d'abord, en 2015, et le Parlement du Luxembourg en 2017 décident qu'il devait en aller autrement dans le cadre de lois nationales. Alors que cherche-t-on et quel est l'intérêt de ces licences que l'on va délivrer à des sociétés qui vont réaliser des activités d'exploration et d'exploitation dans le secteur spatial? Eh bien, il s'agit de rechercher des gisements de minerais rares, d'or, nous y revenons, de platine, de tungstène, sur tout objet, et notamment ce que l'on appelle les géocroiseurs. Il s'agit, dans l'esprit du gouvernement de Luxembourg, de mettre en place des quantités de partenariats, et notamment des partenariats publics-privés dans ces activités d'exploration et d'exploitation. Et il s'agit de délivrer, sur le fondement de cette loi, des licences, des permis à des sociétés qui souhaiteraient effectivement utiliser les ressources de l'espace. La politique du gouvernement de Luxembourg dans le domaine spatial ne se limite pas à cette loi, à l'adoption de cette loi, sans quoi elle serait évidemment de portée très réduite, puisque cette loi a vocation à s'appliquer sur le territoire du Luxembourg, qui n'est pas le plus grand territoire de l'Union européenne. Elle est beaucoup plus ambitieuse, puisque, vous le voyez, j'ai noté ces deux événements qui sont importants. Le premier, c'est la mise en place d'une sorte de pont d'alliance à travers une mission économique en Californie entre le Luxembourg et les États-Unis. Nous allons voir que cette alliance a du sens parce que les Américains ont été en réalité les premiers en 2015 à mettre en place un système comparable de licences pour des activités d'exploration et d'exploitation dans le domaine spatial. Et puis également un accord qui devrait être conclu dans les jours qui viennent avec les Émirats arabes unis, et plus particulièrement l'agence spatiale de ces Émirats, qui ont l'ambition, assez curieusement, eux aussi, de se doter d'une loi spatiale qui porte le même type d'innovation. Alors, je le disais à l'instant, le Luxembourg n'est pas le premier des États à avoir innové en autorisant la possibilité d'activités d'exploration ou d'exploitation dans le secteur spatial. En réalité, tout a démarré aux États-Unis avec un Space Act en 2015, dans lequel on trouve cette formule que je n'ai pas traduite, puisqu'elle était effectivement, malheureusement, elle ne doit son originalité et elle ne doit son intérêt que dans la version anglaise, dans lequel il est clairement indiqué que toute ressource que contient un astéroïde qui se trouve sur un objet géocroiseur et qui est susceptible d'exploration ou d'exploitation peut être la propriété de l'entité, de l'inventeur, de la société commerciale qui la découvre, qui la met à jour et qui l'exploite dans de bonnes conditions. Et donc, dès lors même que l'on affiche des droits de propriété sur les ressources qui peuvent être appréhendées de cette façon, eh bien, une fois encore, on défie le reste du monde, puisque le principe que l'on avait retenu jusqu'alors était et est encore le principe de non-expropriation. De non-appropriation, pardonnez-moi. Toujours la même chose, il s'agit de permettre l'exploration et l'exploitation de métaux rares, il s'agit de supprimer tout obstacle réglementaire à ces aventures singulières que représentent ces activités d'exploration et d'exploitation, et il s'agit de permettre de favoriser le commerce des produits qui seraient prélevés, des ressources qui seraient réalisées sur ces météorites. Il y a beaucoup à tirer de ce que nous sommes en train de décrire, parce que parmi les ressources que recèlent ces géocroiseurs, il y a évidemment la possibilité de récupérer de l'eau et donc d'avoir accès à des arguments commerciaux qui sont déterminants si on veut poursuivre l'aventure spatiale, c'est-à-dire la création au moyen d'hydrogène ou d'oxygène de carburant, et on peut imaginer, en rêvant, que ces activités d'exploration ou d'exploitation
soient en fait des relais vers la découverte de nouveaux mondes, de planètes ou d'univers radicalement inconnus à l'heure où nous parlons. Tout cela pour dire que nous ne sommes pas devant quelque chose d'accessoire ou d'anecdotique, nous sommes devant un véritable projet industriel. Alors évidemment, la loi américaine, aujourd'hui la loi luxembourgeoise, et demain la loi qui sera adoptée vraisemblablement dans les Émirats arabes unis, ces lois-là sont l'objet de discussions et de discussions relativement vives dans les milieux juridiques internationaux liés aux activités spatiales, parce que nous avons là quelque chose qui défie, une fois encore, le régime juridique tel que nous le connaissons. En effet, vous ne l'ignorez peut-être pas, les activités spatiales sont régies par des traités internationaux qui ont été adoptés à la fin des années 60, et le principal de ces traités est le Grand Traité de l'espace de 1967, et ce traité comporte un certain nombre de dispositions, dont celle de l'article 2 que vous lisez, l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, donc nous couvrons là l'ensemble des météorites, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. Une lecture immédiate de ces dispositions semble signifier que toute tentative d'appropriation se heurte formellement à ce qui est aujourd'hui la loi internationale, ce traité sur l'espace extra-atmosphérique. En réalité, ces dispositions doivent être comprises par référence au contexte dans lequel ce traité a été signé et ratifié par quasiment tous les États qui se livrent aujourd'hui aux activités spatiales. En effet, ce contexte est celui de la guerre froide. Nous sommes à la fin des années 60 et l'idée qui vient immédiatement à l'esprit des auteurs du traité, c'est de tenter de neutraliser, de sanctuariser l'espace extra-atmosphérique pour éviter que l'affrontement qui germe sur Terre ne se reproduise dans l'espace extra-atmosphérique et que l'on ait une espèce de guerre des étoiles avec une dimension nucléaire qui aurait des effets encore plus dévastateurs que ceux que le dirigeant nord-coréen aujourd'hui ambitionne de provoquer en mer de Chine. Cette idée est certes toujours présente, bien évidemment, mais elle a singulièrement été gommée par ces initiatives dont les promoteurs, c'est-à-dire les États-Unis, les Américains, aujourd'hui le gouvernement du Luxembourg et demain, une fois encore, les gouvernements des Émirats arabes unis, idée selon laquelle, finalement, ce principe de non-appropriation ne concerne que les États. Il ne concernerait donc que les activités d'appropriation par voie de proclamation de souveraineté, pour reprendre les dispositions de l'article 2, et il ne concernerait pas, ou plus exactement, il ne dirait rien d'activités qui seraient ici réalisées par des opérateurs privés, bénéficiant certes de licences, d'autorisations délivrées par les gouvernements, mais qui, parce qu'ils seraient des acteurs privés, parce qu'il n'y aurait pas proclamation de souveraineté, mais simplement exploration, exploitation, eh bien, pourraient effectivement se livrer à ces activités, alors même que ce principe de non-appropriation est proclamé, vous l'avez vu, dans les conditions que l'on vient d'indiquer. Nous verrons dans un instant que le traité sur la Lune, qui sert aujourd'hui de référence aux défenseurs du principe de non-appropriation, le traité sur la Lune présente une particularité. Il a été signé par un certain nombre d'États, mais il n'a pas été ratifié par tous les États qui l'ont signé. Et en particulier, certains États, et les États-Unis ne sont pas l'un des moindres, ont refusé de signer le traité sur la Lune. Et en refusant de signer le traité sur la Lune, ils se seraient en quelque sorte mis en marge de ces dispositions, de telle sorte qu'on ne pourrait pas leur opposer ces dispositions. Voilà un autre argument qui est avancé au soutien de ces lois spatiales nationales. Premier argument, le principe de non-appropriation ne concerne que les États. Deuxième argument, le principe de non-appropriation n'est pas incompatible avec l'accord sur la Lune, tout simplement parce que les États qui prennent ces initiatives n'ont pas signé l'accord sur la Lune.
Voilà bien un raisonnement que l'on avance et qui semble plein de conviction sur le plan international. Alors cela étant, il faut quand même nuancer ce propos, cet argument, en faisant valoir deux éléments. D'abord, que la loi américaine, tout comme la loi luxembourgeoise, est marquée par une certaine ambiguïté, puisque, au fond, il est dit qu'on va délivrer des autorisations administratives aux opérateurs privés qui se livreront à ces activités, et que ces autorisations administratives seront délivrées dans le respect des règles internationales. Alors il y a quelque chose d'un peu contradictoire à dire d'un côté, nous nous mettons en marge des règles internationales, le principe de non-appropriation ne concerne pas les opérateurs privés, et puis d'un autre côté de dire que les licences qu'on va leur délivrer devront respecter les principes contenus, les dispositions des traités internationaux. Et puis la loi américaine, vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai cité le texte en anglais, utilise un mot qui est assez ambigu, dont on ne voit pas trop ce qu'il signifie, c'est le mot « obtain », qui finalement ne permet pas d'y voir très clair. Est-ce que l'on veut désigner, sous couvert de ce mot « obtain », les activités d'exploration ou les activités d'exploitation, ou les deux activités à la fois? Parle-t-on de découvrir simplement, d'extraire, de transporter, de raffiner ces métaux précieux que l'on tirera des objets géocroiseurs et autres météorites? Cette exploitation, si elle se fera-t-elle sur place, dans le cadre de sorte de village planétaire? Se fera-t-elle ailleurs? Ramènera-t-on les minerais spéciaux, les minéraux spéciaux rares sur le territoire national de l'État dont l'opérateur privé est le ressortissant? On voit tout de suite que l'on est effectivement dans une certaine ambiguïté qui n'est pas de nature à rassurer les juristes qui, eux, aiment bien des situations relativement claires. Ici ajoute le fait que lorsque l'on a décrit le statut de l'espace extra-atmosphérique, on a utilisé une formule qui n'est d'ailleurs pas uniquement utilisée dans le domaine spatial, qu'il est aussi dans le domaine maritime. C'est la formule de patrimoine commun de l'humanité. C'est une magnifique formule qui est apparemment explicite, mais qui plonge les juristes dans des abîmes de réflexion, car un patrimoine, on sait ce que c'est, et on voit tout de suite qu'un patrimoine a nécessairement un propriétaire. Un patrimoine commun, eh bien, cela veut dire que la communauté internationale est le propriétaire de ce patrimoine, fort bien, mais c'est alors que l'on peut raisonner de manière tout à fait subtile en disant, oui, mais ce patrimoine commun est-il assimilable à ce que les juristes appellent une chose commune, une res communis, ou bien alors est-il assimilable à quelque chose qu'on appelle une res nullius, c'est-à-dire une chose qui est sans maître? Ce patrimoine a-t-il un propriétaire, la communauté internationale, ou n'a-t-il aucun propriétaire, de telle sorte que son statut, je suis fâché avec ce micro, son statut, effectivement, ne serait pas déterminé? Ça a une incidence parce que dans l'utilisation que l'on fait d'un patrimoine, selon que c'est une res communis ou une res nullius, dans l'utilisation que l'on fait, le statut n'est pas exactement le même. Si la communauté est propriétaire, le principe à retenir est celui du partage des fruits de ce patrimoine. S'il n'y a pas de propriétaire, on est alors dans l'Ouest américain au moment de la conquête, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le système du premier arrivé, premier servi, que l'on connaît bien d'ailleurs dans le domaine des fréquences radioélectriques. Pour gérer ces licences, autre élément d'ambiguïté, comment va-t-on s'y prendre? Est-ce qu'il y aura un registre? Est-ce que ce registre sera national? Est-ce que ce sera le registre du Luxembourg, pointe à la ligne? Ou bien alors, est-ce que ce sera un registre international? Par exemple, les satellites sont enregistrés sur un registre que tient de manière scrupuleuse l'Organisation des Nations Unies, auprès duquel les États déclarent les satellites qu'ils placent sous leur responsabilité. Il y a là une question qui reste entière. Des registres nationaux ont certes une utilité, mais nous sommes dans le cadre d'activités transnationales, même transplanétaires, et bien évidemment, c'est plutôt un registre international auquel on penserait. Assez curieusement, l'Union européenne reste silencieuse sur ce sujet, peut-être parce qu'elle n'a acquis des compétences dans le secteur spatial que de manière récente, et encore s'agit-il de compétences partagées. Une particularité de la loi luxembourgeoise qui ouvre des perspectives,
c'est précisément qu'à la différence de la loi américaine, elle est très ouverte, c'est-à-dire qu'elle s'adresse non seulement aux ressortissants du Luxembourg, mais elle s'adresse à tout opérateur étranger qui se serait établi au Luxembourg. De telle sorte que, vous le voyez, c'est une loi qui aura vocation à délivrer des autorisations à des sociétés qui ne seront pas nécessairement luxembourgeoises, qui le deviendront en y installant une filiale ou même une succursale. Par ailleurs, les luxembourgeois souhaitent installer un régulateur, mais ce régulateur aura une autorité relativement réduite, du moins peut-on le penser, puisque son autorité ne prévaudra que sur le territoire luxembourgeois, à moins que le Luxembourg ait vocation, s'il devient un hub mondial, à régir les activités d'exploration et d'exploitation minière dans le secteur de l'espace au plan international. Je vous le disais tout à l'heure, le troisième larron, si tant est qu'on puisse s'exprimer ainsi, ce sont les Émirats arabes unis. Et les Émirats arabes unis ont annoncé qu'ils procéderaient à l'élaboration d'une loi qui comporterait des dispositions similaires à celles de la loi américaine et à celles de la loi luxembourgeoise. Je vous le disais tout à l'heure, le droit spatial tient en quelques textes et quelques principes. Parmi ces quelques principes, il y a ce fameux principe de non-appropriation, qui est un principe de droit international et qui a vocation à régir les conditions d'utilisation de l'espace. Nous sommes dans l'espace extra-atmosphérique, ai-je besoin d'y insister. Il n'y a pas de base territoriale, il n'y a pas de souveraineté nationale. Bien au contraire, nous l'avons dit tout à l'heure, le principe retenu est celui du patrimoine commun de l'humanité et de la non-appropriation. Le droit des États n'est pas applicable à l'espace extra-atmosphérique autrement qu'à travers des lois nationales qui organisent les conditions dans lesquelles les États délivrent des autorisations et organisent le marché national des activités spatiales. Ce n'est pas la première fois, soit dit en passant, et je vais passer rapidement sur les deux diapositives qui suivent pour vous entretenir d'autres sujets, mais je m'arrêterai dès lors même que cela sera nécessaire et que je sentirai une grande lassitude de votre part. Ne vous inquiétez pas pour engager un débat que j'estime nécessaire. Ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à des velléités nationales et à une volonté d'appropriation de l'espace. On a connu à un moment donné un débat très important venant des États qui sont sur le pourtour de l'équateur, car vous savez que c'est de là que l'on peut positionner sur l'orbite géostationnaire le mieux les satellites. Et donc ces États avaient eu la bonne idée en 1976 de déclarer que, comme ils étaient à l'apogée de l'orbite géostationnaire, eh bien, ils étaient propriétaires de cette orbite, de ce segment sur lequel on positionnait les satellites. C'est une déclaration de guerre au reste du monde. Cette déclaration a fait florès. Malheureusement, aucun des États ayant signé cette déclaration de Bogota n'a obtenu satisfaction. Et au fond, le fondement qui était avancé, c'est-à-dire le fameux principe du droit des peuples à exercer leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles, n'a pas été suffisamment convaincant pour emporter l'aval de la communauté internationale, et cette déclaration de Bogota est restée de caractère purement anecdotique. De la même façon, on a vu à des moments tout à fait réguliers des revendications faites sur le statut de la position orbitale sur laquelle on installe le satellite pour qu'il puisse produire ses effets. Et l'on a expliqué effectivement que cette orbite, cette position orbitale plus exactement, n'avait pas de statut du point de vue du régime de propriété, et que donc on pouvait imaginer que l'État qui se trouvait en position d'installer un satellite sur cette orbite, qui avait donc reçu de l'UIT le droit de positionner son satellite, eh bien, était propriétaire de l'autorisation qui, en quelque sorte, qui lui avait été donnée. C'est une situation qui, évidemment, n'était pas suffisamment, là encore, convaincante pour qu'on puisse emporter la conviction.
Alors aujourd'hui, la communauté internationale campe sur cet accord sur la Lune dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont les dispositions sont beaucoup plus explicites que celles du traité de 1967 sur l'espace. L'exploration et l'utilisation de la Lune, nous dit-on, sont l'apanage de l'humanité tout entière et se font pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays. Vous voyez qu'il est question d'exploration et d'utilisation, sans autre précision en ce qui concerne l'opérateur qui réalise ces opérations, quel que soit le degré de développement économique ou scientifique. Il est dûment tenu compte de la génération actuelle et des générations futures. En d'autres termes, on installe une sorte de solidarité intergénérationnelle, ainsi que de la nécessité de favoriser le relèvement des niveaux de vie et des conditions de progrès de développement économique et social, conformément à la Charte des Nations Unies. On retrouve une phraséologie tout à fait symptomatique des années 70, et qui confirme, s'il en était besoin, que nous avons là un texte qui consacre de manière tout à fait explicite le principe de non-appropriation et d'exploitation dans l'intérêt de l'humanité. Nous avons là quelque chose de tout à fait important. Alors, aujourd'hui, dans le débat qui s'est installé, il y a les tenants des lois nationales, il y a évidemment les tenants du principe de non-appropriation. Il semble qu'un équilibre se fasse au moment où nous parlons, mais tout cela est évidemment fragile, entre ceux qui proclament leur loi nationale et ceux qui défendent le principe de non-appropriation en faveur des seconds et à la merci d'un accord qui pourrait être trouvé sur la généralisation de l'accord sur la Lune. Nous avons là un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants. Alors, pourquoi cette affaire de la loi luxembourgeoise a-t-elle soulevé autant d'émoi, a-t-elle suscité autant de débats? Eh bien, tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans un contexte qui est marqué par un véritable changement de modèle économique, un véritable changement de régime du point de vue des activités spatiales. Une expression américaine est aujourd'hui en vigueur sur le plan international, elle est très explicite. New Space, c'est le nouvel ordre spatial en quelque sorte. New Space, ce sont de nouveaux acteurs qui rentrent en force sur le marché des activités spatiales, et beaucoup d'entre eux viennent du secteur des activités numériques, c'est-à-dire qu'ils viennent d'un secteur dans lequel on est accoutumé au principe de la compétition, de la concurrence. Et puis, derrière New Space, il y a de nouveaux concepts. On se rend bien compte que la chaîne de valeur ne se limite pas à la construction d'un satellite, à son lancement, à son exploitation, à la fourniture de services commerciaux. On voit bien qu'elle s'élargit en amont avec l'ensemble des concepteurs de nouveaux services, de nouvelles plateformes, des rêveurs qui imaginent le monde dans lequel nous allons entrer à la faveur de la révolution numérique, et puis tous ceux qui, en bout de réseau, fournissent des services qui, aux agriculteurs, pour leur permettre de déterminer le niveau d'hygrométrie du sol et donc la nécessité d'arroser ou la nécessité de fertiliser le sol, jusqu'aux services que nous commençons à utiliser intensivement, dont nous ne nous rendons même plus compte, le GPS, Galileo demain, et tant d'autres activités dont nous sommes devenus très tributaires. Ce sont les infrastructures spatiales, on les fait entrer d'ailleurs dans la catégorie des infrastructures critiques, on pourra y revenir. Et donc, ce secteur spatial est l'objet de révolutions en tous sens, juridiques, managériales bien sûr, mais aussi de révolutions scientifiques, commerciales, économiques, financières. Il y a tout un écosystème financier qui est en train de se constituer, qui s'est constitué depuis quelques années, et cela dans un contexte juridique qui reste très placide, très pépère, si tant est que je puisse utiliser l'expression, puisque nous vivons encore avec nos traités internationaux adoptés à la fin des années 60, quelques principes, dont le principe de non-appropriation, vous le voyez, quelques déclarations, quelques recommandations adoptées par l'Organisation des Nations Unies, et puis les lois nationales qui fleurissent depuis quelques années, auxquelles nous nous intéressons dans Sirius, puisque nous avons créé une base de données électronique qui est aujourd'hui accessible, Space Legal Tech, dont nous reparlerons. Et au fond, ce changement de perspective est à l'origine d'opportunités, notamment d'opportunités commerciales, dans tous les segments
de l'infrastructure spatiale, dans la partie Terre-Espace, dans la partie espace-espace et dans la partie espace-terre, lorsque l'on prend en compte évidemment la voie de retour sur la Terre. Et vous voyez que pour chacun de ces segments de marché, on vérifie que, au fond, l'ensemble des activités auxquelles on était accoutumés se structurent, s'organisent, se construisent dans une perspective de concurrence nationale et internationale. Le lancement est en révolution, la construction des satellites l'est encore. Dans le secteur espace-espace, le tourisme spatial s'apprête à faire sa révolution, au même titre, nous le disions à l'instant, l'exploration et l'exploitation de ressources minières. Et dans le secteur de l'espace-terre, on ne compte plus les nouveaux services dans le domaine de la communication, l'imagerie spatiale, ou encore les services, par exemple, d'impression 3D sur lesquels nous pourrons revenir. Alors, voici une liste de segments dans lesquels je pourrais entrer si j'étais téméraire et si je voulais vous priver de la faculté de poser des questions. Je vais juste donner quelques illustrations qui vont vous permettre de mieux comprendre le sens de ma démonstration et qui vont peut-être servir d'aliment à notre discussion. Voici quelques secteurs, quelques segments de marché qui sont en pleine révolution et sur lesquels je voulais rapidement attirer votre attention. Vous voyez qu'on touche à l'exploration minière dans le secteur spatial, mais on touche aussi à l'univers des débris spatiaux qui soulèvent des questions très importantes, telles que tout simplement celle de savoir s'il est possible de nettoyer l'espace, de collecter ces débris, s'il y a un marché derrière la collecte nécessaire des débris qui causent aujourd'hui des dommages, et il y a là des questions qui sont très importantes, je vous prie de le croire. Il y a toute la question de l'observation de la Terre qui est en pleine révolution, et notamment à travers cette nouvelle ressource que constitue la donnée, donnée sous forme d'image, donnée sous forme de service auquel l'image donne son concours. Il y a le tourisme spatial qui devrait, dans les années qui viennent, bouleverser assez sensiblement l'utilisation que l'on fait habituellement de l'espace. Il y a le secteur du lancement, avec l'arrivée de nouveaux lanceurs, avec une sorte de double économie, l'économie traditionnelle, celle des fusées auxquelles nous sommes accoutumés et qui nous cernent ici sur ce magnifique espace que constitue la Cité de l'espace, mais également des lanceurs plus réduits, moins ambitieux, que l'on va réutiliser, ou du moins dont on va réutiliser une partie des éléments, et qui vont permettre de lancer des satellites qui sont beaucoup plus légers, dont la durée de vie est moindre, et qui vont fonctionner en constellation. Et alors même qu'on s'était accoutumé à des constellations de niveau réduite, 48, 47 satellites pour les plus importantes, nous sommes désormais dans une situation très différente où l'on parle de constellations de microsatellites, de l'ordre de 800 satellites. Nous sommes dans un ordre de grandeur que l'on ne connaît pas encore et dont on ne sait pas quelles seront les conséquences en termes de gestion de ces constellations aujourd'hui. Il y a toute la question de l'infrastructure spatiale. Alors, l'infrastructure spatiale à laquelle nous sommes intéressés, comme d'ailleurs sur l'ensemble de ces sujets, nous travaillons sur tous ces sujets, l'infrastructure spatiale, c'est surtout ce réseau, cette infrastructure qui achemine des contenus et qui est aujourd'hui très vulnérable non seulement aux événements surnaturels, mais également à des événements que provoque l'homme, et il n'est pas nécessaire d'insister sur le rôle très, très malfaisant des hackers qui pénètrent dans toutes ces infrastructures et qui peuvent effectivement contribuer à détourner une grande partie des flux d'informations qui sont nécessaires au fonctionnement de nos sociétés. Il y a tout ce secteur du financement, du venture capital, qui lui-même s'est développé en écosystème et sur lequel on peut dire un mot. Et puis il y a l'Internet spatial qui est en train de faire sa révolution à travers précisément ces constellations de mini ou micro-satellites. Alors tous ces sujets, nous les connaissons bien, nous les travaillons, nous avons produit des études, des travaux, des notes, des policy papers au sein de la chaire Sirius, et bien évidemment, il est difficile de faire un choix. C'est un peu comme quand on a une famille nombreuse et plein d'enfants autour, il est difficile de dire celui qu'on préfère. Je me vois contraint de choisir. Je vais essayer de prendre un ou deux de ces secteurs pour vous permettre de mieux comprendre comment et pourquoi les activités spatiales pourraient constituer ce nouvel Eldorado que nous décrivions tout à l'heure. Alors, les débris spatiaux, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que ces débris, aujourd'hui, se comptent par
dizaines de milliards. Qu'est-ce que c'est qu'un débris spatial? Eh bien, un débris spatial, ça peut être un satellite hors d'usage, ce sont des choses qui arrivent, et ce peut être surtout un satellite militaire que l'on n'a pas nécessairement enregistré, que l'on ne connaît pas, et qui se promène en dehors de tous les clous. Ça peut être des étages de lanceurs, le dernier étage, ça peut être un éclat de peinture, ça peut être un boulon, ça peut être une batterie inutilisée que l'on a larguée, ça peut être des outils qui ont été oubliés dans le cadre de sorties extravéhiculaires. La caractéristique de ces débris, vous le voyez, c'est d'abord qu'ils sont proliférants, ils se sont multipliés de manière importante, et chaque fois qu'on crée un débris, eh bien, on peut en créer des dizaines de milliers d'autres dans la foulée de ce débris qui va naturellement provoquer ces dégâts et qui va faire exploser ou éclater des débris de même nature. Ils sont innombrables. On tente évidemment de les identifier, de les numériser, mais vous le voyez, si on les classe par taille, il y aurait 19 000 débris de plus de 10 cm. Pour la portion 1 cm, 10 cm, il serait 300 000. Et alors, si on entre dans un ordre de grandeur beaucoup plus réduit, tout cela se compte par dizaines de millions. Ils sont durables, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont installés, ils continuent malheureusement de produire leurs effets négatifs. Ils ne sont pas nécessairement récupérables, et je vais y revenir. Ils sont incontrôlables, ils se déplacent à des vitesses extraordinairement élevées, et ils sont plus ou moins préoccupants, tout dépend évidemment de leur taille et des conditions dans lesquelles ils évoluent. Il y a des techniques qui permettent de les récupérer. Et évidemment, l'imagination des techniciens, des scientifiques, des ingénieurs est sans limite de ce point de vue-là. Vous voyez qu'il y en a grosso modo 3 grandes aujourd'hui. On nous explique qu'on peut les brûler, on peut mettre en place ce qu'on appelle une corde nettoyeuse qui permettrait de les ramener sur la Terre et de les faire se consommer dans l'espace atmosphérique. On peut aussi utiliser un ballon qui permettrait par conséquent de récupérer ces débris et de les détruire à leur tour. Le coût de ces opérations est purement estimatif. On dit aujourd'hui que, au fond, si on s'attache aux débris qui sont les plus menaçants, ceux de plus de 10 cm, on aurait une somme de plusieurs milliers de milliards d'euros à dépenser. Vous voyez, on calcule de la manière suivante, on dit qu'il faudrait investir 300 millions d'euros par débris, ce qui fait donc une somme totale de 5 700 milliards d'euros, une somme qu'il faut effectivement, qui est monstrueuse, mais qu'il faut rapporter aux dégâts que causent ces débris. Donc on éviterait, si on arrive à nettoyer l'espace correctement, on éviterait les dégâts que l'on observe aujourd'hui, et qui pourrait être source d'innovation, puisqu'il y aurait des retombées technologiques dans le développement de l'une ou l'autre de ces éléments, l'une ou l'autre de ces technologies. Et au fond, des idées germent dans l'esprit des financiers, qui consistent pour l'essentiel à créer un fonds international qu'il faudrait alimenter par une taxe. Vous voyez qu'il n'y a pas que les Français qui réfléchissent aux impôts. Mais une fois qu'on a dit cela, ce qui est très sympathique, il faut résoudre des problèmes très concrets. Les fiscalistes nous posent ces questions essentielles. Quelle est l'assiette de cette taxe? Quelle serait l'assiette de cette taxe? Sur quelle valeur serait-elle établie? Quelle serait la quotité? Quel serait son taux? Et bien évidemment, comment la recouvrer? Quelle est l'autorité internationale qui serait chargée de son recouvrement? Est-ce que ce recouvrement serait réalisé par une autorité nationale, comme on le fait par exemple avec la TVA, dont 1% est reversé au budget de l'Union européenne? Il y a là des questions qui restent tout entières et qui vous montrent que finalement, lorsque l'on s'attaque à l'importante question de savoir si les débris spatiaux constituent une perspective commerciale, eh bien, on voit bien que la situation est loin d'être réglée. Il faut effectivement que tout cela mûrisse et évolue, mais on pourrait avoir des sociétés qui s'établissent et dont l'objet sera, dans les années qui viennent, de nettoyer l'espace et d'organiser les conditions dans lesquelles les débris peuvent être nettoyés, peuvent être supprimés. Je passe rapidement sur les difficultés juridiques que ces opérations, ces activités peuvent susciter. Voici quelques
principe que l'on opposerait naturellement à toute société ou à tout État qui voudrait lancer des activités dans ce domaine, en particulier le principe de la responsabilité internationale de l'État de lancement. Ce principe a pour conséquence que chaque État de lancement a vocation à s'occuper de son débris ou du débris qu'il a causé ou que son satellite a causé, ce qui, sur le plan du principe, est très sympathique, sauf qu'il n'y a pas de définition internationale du débris et que l'on imagine sans peine les discussions qui naîtraient du point de savoir si le débris est un objet spatial, car les États ont une responsabilité à l'égard des objets spatiaux, et donc nous avons là quelque chose qui est tout à fait sympathique. Les juristes n'ont pas fini de s'impliquer dans ces opérations. Les débris ne sont pas immatriculés par définition, or les satellites le sont. La responsabilité de l'État de lancement, généralement, ne vaut qu'à l'égard des satellites qu'il a immatriculés. Les questions de juridiction, de contrôle, etc., sont aussi des questions très, très sensibles. Un mot de l'observation de la Terre. Quand on parle de l'observation de la Terre, on désigne un univers qui est aujourd'hui l'un des plus lucratifs, puisque on nous disait la semaine dernière que aujourd'hui, il y a grosso modo 180 satellites qui procèdent à l'observation de la Terre et qui commercialisent des services, ce qui représente un marché de l'ordre de 17,4 milliards de revenus opérationnels. Et vous voyez que ces 180 satellites devraient devenir, dans la prochaine décennie, 2017, alors pardonnez-moi, ce doit être 2026, 600 satellites. Donc le revenu opérationnel qui en résultera sera naturellement beaucoup plus substantiel, 33,6 milliards de dollars, puisqu'il s'agit de dollars américains. Nous avons là effectivement des perspectives tout à fait importantes liées à l'imagerie spatiale qui ouvrent donc un nouveau marché, mais qui, là encore, sont susceptibles de soulever un certain nombre de questions. Alors avant d'évoquer ces questions, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que le satellite n'est plus désormais le seul instrument pour procéder à de l'imagerie. Il y a aussi les drones, et de plus en plus on songe au couplage, à la combinaison du satellite et du drone qui permettrait effectivement d'avoir des perspectives de service tout à fait importantes. Alors, la situation sur le plan de l'imagerie spatiale pour les juristes est une situation qui, là encore, est sujette à question. Il y a notamment une grande question qui est celle de la propriété des images. Qui est propriétaire de l'image ? Est-ce que c'est l'opérateur du satellite? Est-ce que c'est la station de contrôle, c'est-à-dire celle qui détermine l'endroit où le satellite prend des images? Mais je vais vous exposer la particularité de ces images dans un instant. Est-ce que c'est le prestataire de service, celui qui commercialise ces images? Est-ce que c'est le client? On a même des montages financiers et commerciaux mis en place par les Américains qui sont de nature à soulever un certain nombre de questions. Nous avons là des questions très importantes. Alors, pourquoi toutes ces questions se posent-elles? Eh bien, simplement parce que l'image spatiale n'est pas une image, comme l'est par exemple une photographie aérienne. L'image spatiale est une reconstitution, c'est le résultat de l'intervention humaine, ce qui explique que l'image spatiale ne soit pas nécessairement un instrument de preuve devant les juridictions, alors qu'elle pourrait l'être. Elle ne l'est que dans les procédures qui admettent ce que l'on appelle la preuve par tout moyen, et là encore, les juristes sont perdus dans des discussions autour du point de savoir si l'image spatiale est appelée à devenir un instrument de preuve convaincant ou non. Et puis il y a toute la question de la protection de la vie privée qui est quand même très importante, car l'imagerie spatiale est une chose, la protection de ce petit tas de secrets que nous sommes dans nos jardins, dans nos maisons, et qui pourraient être singulièrement mises à mal par des images qui sont prises et dont on sait que la résolution aujourd'hui est de l'ordre du centimètre, eh bien tout cela effectivement n'est pas sans soulever des questions. Alors, quand on parle d'image spatiale, on ne décrit qu'une partie de l'iceberg, puisque nous avons effectivement derrière l'image spatiale toute la question des données, car l'image est une donnée, et derrière la donnée, eh bien, se trouve effectivement l'importante question de savoir si le commerce de ces images ne devient pas un univers, un écosystème à lui seul, avec la possibilité évidemment
de commercialiser des services du type de ceux que je décrivais tout à l'heure pour les agriculteurs, pour les architectes, pour les spécialistes, les professionnels du secteur de l'immobilier, y compris pour les dentistes, puisque vous voyez qu'on cite régulièrement des services très innovants comme la combinaison d'un système d'imagerie spatiale ou de données spatiales avec une impression 3D qui permettrait de fabriquer en temps réel, en l'espace de quelques secondes, des prothèses dentaires. Vous voyez qu'on va très loin quand on considère le problème de l'espace. Donc voilà un autre segment d'activité qui est appelé à se développer de manière importante, qui est déjà un élément important et sur lequel, naturellement, je voulais attirer votre attention.